Bon, ça c'est le théâtre de Syracuse que je vous projette là simplement pour vous rappeler que Platon a écrit La République après son voyage à Syracuse. Je répète souvent 2-3 fois les choses, mais c'est une méthode pédagogique absolument élémentaire et efficace à l'usage. Pardon ? Exactement. Bon, par ailleurs, moi, ça me permet de toujours aussi de me resituer dans le fil de mes choses. Donc, je vous le redis pour la 3e fois. Platon écrit La République après le premier voyage en Sicile, après que Denis l'a vendu au marché aux esclaves, après beaucoup de péripéties, de mésaventures, qui, à mon avis, explique le changement, le tournant qu'il opère, ou à mon point de vue, je vais commencer à vous dire plus précisément pourquoi d'ailleurs, il se trahit lui-même. Enfin, il ne respecte pas ou il fuit ce qu'il avait entrouvert, à mon point de vue, avec Socrate. Je vous rappelle que par ailleurs, bien avant le voyage à Syracuse, Platon, mais Socrate même avant lui, ont vécu une crise de la démocratie d'Athènes provoquée par la guerre du Péloponnèse, dont voici une représentation. Une guerre qui a tout de même duré 27 ans. Donc une guerre où toutes les cités grecques se sont déchirées entre d'un côté les Athéniens, de l'autre côté les Spartiates. Pardonnez-moi. Je vous rappelle aussi que cette guerre du Péloponnèse, qui a été perdue parce que Périclès est mort, enfin c'est ce que disent les historiens. Périclès qui était un très grand général, très apprécié, et qui était un des suppôts de la démocratie, ceux qui avaient instauré la démocratie, est mort, et après sa mort, la guerre a été perdue par Athènes, et ça a provoqué un rejet de la démocratie par beaucoup de gens, dont Socrate et Platon, qui ont considéré que la démocratie n'avait pas permis de prendre de décision, qu'il fallait toujours consulter tout le monde, etc., etc., et que c'était une catastrophe pour Athènes, qui avait amorcé le déclin de la société athénienne. Je vous rappelle enfin qu'il y a eu la tyrannie des 30, qui a commis beaucoup de crimes politiques, et que c'est dans ce contexte extrêmement agité, en réalité, que très souvent, quand on parle de Platon, on efface totalement, alors qu'on ne comprend rien si on ne connaît pas ce contexte. C'est dans ce contexte-là que se produit le revirement, ce que j'appelle le revirement de Platon dans La République. Où, dans ce livre-là, donc, qui est écrit après 385 avant Jésus-Christ, après le voyage en Sicile, il se confirme ce qui se dessinait déjà un petit peu dans Phèdre en particulier, enfin, surtout, essentiellement dans Phèdre, que Platon commençait à rejeter la société tragique, la culture tragique, celle sur laquelle il s'appuyait jusqu'alors, et en particulier dans Ménon et dans Le Banquet. Ce rejet de la culture tragique, j'avais dit l'an passé qu'il s'amorçait avec ce que j'avais appelé l'allégorie de l'âme ailée, là où tout à coup, au lieu de sortir de terre, c'est-à-dire de l'Hadès, et de monter de sous terre vers le sol, l'âme, son histoire, c'était qu'elle tombait du ciel vers la terre, donc c'était une chute, une déchéance, ce qui n'était absolument pas du tout la culture grecque, tragique, ce qui est par contre la culture du judaïsme et du monothéisme. Donc il y a un rapprochement qui s'opère, je ne crois pas du tout par une influence directe du judaïsme, qui est presque contemporain d'ailleurs de Platon, hein, mais je crois que c'est par une nécessité interne dont on pourra reparler si ça vous intéresse, qui est la croissance des cités, qui fait que quand elles deviennent de plus en plus grandes, elles ont besoin de s'unifier. Et le Dieu unique, le Dieu du judaïsme, c'est le Dieu de l'unification des tribus, comme vous le savez. Le Dieu de l'islam aussi, d'ailleurs. C'est l'unification des tribus arabes, l'islam. Et la chrétienté, c'est aussi le processus d'unification de l'Empire romain qui éclate de toutes parts. Donc, il faut bien comprendre que le monothéisme, c'est une religion de l'un, de l'unification. Les Grecs tragiques ne sont pas dans la culture de l'un, ils sont dans la culture du multiple. Multiplicité des dieux. Polythéisme, comme on dit.
panthéon. Et ça, c'est ce que Platon commence à rejeter pour des raisons politiques qui ne sont pas, à mon avis, très claires dans son esprit d'ailleurs. Hein. Tout ça se fait, c'est pas des calculs que fait Platon, c'est progressivement par raisonnement qu'il en vient à penser ainsi. Et donc penser ainsi, c'est quitter le monde tragique et c'est argumenter contre la démocratie. Et contre la démocratie, ça veut dire aussi contre la sophistique. N'oublions jamais que dans Protagoras, le dialogue qui porte le nom de cet homme-là, Protagoras fait le plaidoyer de la démocratie. Et il dit, tout le monde peut penser, tout le monde peut voter, tout le monde peut décider. Et Socrate rejette cette démocratie. Socrate, dont je vous rappelle d'ailleurs que Protagoras était un de ses grands amis. Plus on avance dans Platon, plus on a l'impression que Socrate et les sophistes se haïssent. Mais c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il y avait des sophistes que Socrate détestait en effet, mais d'abord tous les sophistes n'étaient pas de même acabit. Protagoras, personnellement, c'est un penseur que j'admire. D'ailleurs, certains ne l'appellent pas un sophiste, mais un présocratique. J'ai moins de sympathie pour Gorgias, par exemple. Encore que c'est très très intéressant, Gorgias aussi. Bref, quoi qu'il en soit, Protagoras, c'est un défenseur de la démocratie. Et c'est aussi celui qui dit que l'origine des mortels, c'est la faute d'Épiméthée, la prométhéia, c'est-à-dire la prothétisation, la technicisation du vivant, c'est le penseur du pharmacologique, d'une certaine manière, Protagoras. Ça ne veut en aucun cas dire que, du coup, je me rangerai du côté de Protagoras contre Socrate. Pas du tout. Ça ne marche jamais simplement comme ça. Mais en revanche, ce que je veux souligner ici, c'est que ce que combat Platon, c'est la démocratie, donc la sophistique. Ce qui veut dire pour lui, la sophistique, donc la démocratie. Et pour nous, c'est un problème. En tout cas pour moi, c'est un problème. Quand je dis que c'est un problème, je veux dire par là que c'est une question qu'il va bien falloir finir par traiter explicitement. Étant donné que je n'arrête pas, par exemple, aujourd'hui d'accuser la sophistique contemporaine de détruire la cité, est-ce que je vais finir par en venir à faire comme Platon, à condamner la démocratie, par exemple? Est-ce que je vais en venir là? Eh bien, je ne crois pas. Et c'est là-dessus que je vais essayer de m'expliquer d'ailleurs avec vous aujourd'hui. Par la même occasion, pour avoir une explication avec Badiou et Rancière. Badiou qui est un antidémocrate, et Rancière qui est un démocrate totalement dogmatique, qui à mon avis discrédite la démocratie. Ça c'est son dogmatisme démocratique, je crois, contribue à l'effondrement, à la déchéance même. Je n'ai pas peur d'employer ce mot de déchéance de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une démocratie complètement déchéante. En fait, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans quelque chose qui se fait passer pour la démocratie et qui est une catastrophe pour la démocratie parce que ça provoque eh bien, de plus en plus la montée aux extrêmes et en particulier à l'extrême droite. Et je condamne cette évolution, mais je dois vous dire que je la comprends. Je comprends beaucoup les gens. Quand je dis que je comprends, je ne veux pas dire que je leur donne raison du tout. Mais je pense que malheureusement, tout les pousse à cette régression politique. Et nous le paierons très cher. Si je résume ce que je viens de dire, quoi qu'il en soit, Socrate considère que pas simplement Socrate, dans son enseignement, et ça il y a aucun doute là-dessus, parce que c'est pas fait de comme Platon, considère que le régime démocratique est anti-philosophique. Ce que je vais essayer de développer dans ce cours en fait sur la République, c'est ce que j'appellerais aujourd'hui une pharmacologie de la démocratie. Les défenseurs actuels de la démocratie, comme
vacancières, mais aussi comme Marc Crépon et comme beaucoup d'autres, disent « Ah, la démocratie, il ne faut pas attaquer la démocratie ». Bien sûr que c'est qu'il faut l'attaquer, la démocratie. C'est la seule façon de la protéger. Ce n'est que lorsque la démocratie s'attaque elle-même, à chaque fois qu'elle est en dessous d'elle-même, comme nous, on est toujours nous-mêmes en dessous de nous-mêmes, qu'elle est vraiment démocratique. Et tous ces gens-là qui disent « Ne touchez pas à la démocratie », sont en fait les fossoyeurs de la démocratie. La démocratie est un pharmacone, comme toute chose d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle engendre toujours le pire et le meilleur. Et pour qu'elle n'engendre pas le pire, il faut cultiver le meilleur. Il n'y a pas d'autre solution que cela. Sinon, ça donne ce que Jean-Marie Le Pen appelle la médiocratie. Et malheureusement, ce n'est pas faux. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche, son discours. Si ce n'était pas vrai, ça ne marcherait pas. Alors, ce que j'ajouterais aujourd'hui, c'est que j'esquisserai à peine ça. Tout comme la question de la pharmacologie de la démocratie. D'ailleurs, ce que je vais faire simplement ici, c'est d'essayer de poser à partir de Platon des principes de base de ce que serait une pharmacologie de la démocratie et une organologie de la politeia. Je veux dire par là que la politeia en général, qu'elle soit démocratique, timocratique, aristocratique ou autre, la politeia comme espace public de la communauté politique a des organes et des techniques. Les institutions que j'ai présentées dans les 2 premiers cours, par exemple, aussi bien que le théâtre, sont des organes de la démocratie, des instruments de la démocratie. Et instrument, chez moi, ça ne veut pas dire moyen, ça veut dire beaucoup plus. Qui instruit. C'est ce qui nous instruit. C'est donc ce qui est le plus important. Par exemple, un pianiste s'instruit avec son piano. Il ne se sert pas de son piano. Il s'élève avec son piano. C'est un tapis volant, un piano, pour un pianiste. Ça le fait voler, littéralement. Eh bien, les institutions politiques, le théâtre, le boulotérion, par exemple, ce sont des organes, des instruments, mais qui supposent eux-mêmes un autre instrument, qui est l'écriture alphabétique. Le théâtre, c'est du rituel écrit. C'est l'écriture qui transforme le rituel dionysiaque, disons, le rituel tragique en général, il n'est pas que dionysiaque, le mystère en général, en une institution politique, républicaine en ce sens-là. Mais de la même manière, le boulotérion, par exemple, c'est-à-dire l'Assemblée, nous l'Assemblée nationale, on va le voir tout à l'heure, ne marche pas si les citoyens ne savent pas lire et écrire, parce que pour pouvoir élire des représentants, pour pouvoir se prononcer sur des lois, il faut être capable de les écrire et de les lire. Donc la base de la police, de la cité grecque, c'est l'école. Ça n'est pas du tout une chose qui apparaît avec les Lumières, par exemple, au XVIIIe siècle, le discours sur l'école. Non, il n'y a pas de discours sur l'école d'ailleurs chez les Grecs, c'est un fait, il y a l'école. Ils sont tous allés à l'école, ils sont comme des poissons dans l'eau, pour eux, l'école c'est l'évidence. Ils savent tous lire et écrire. C'est hors de question qu'on ne pourrait pas être citoyen si on ne savait pas lire et écrire. Mais l'écriture, vous le savez, est un pharmacone. C'est précisément le problème que posent les sophistes. Donc les institutions de la République et de la politeia sont des pharmacas. Donc les régimes politiques sont des pharmacas en général. La démocratie, l'aristocratie sont toutes des poisons et des vertus. Bien sûr que l'aristocratie a des vertus. Est-ce que vous croyez que la France, par exemple, qui a conduit à son apogée du début du XVIIIe siècle, aurait été la France en question sans l'aristocratie? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si vous lisez par exemple le manifeste communiste de Marx et de Engels, qu'est-ce que disent Marx et Engels au début? Admiration pour la bourgeoisie. Grandeur de la bourgeoisie, du capitalisme. Ils ne sont pas dans la simple condamnation du capitalisme. Ils analysent un mouvement historique et ils disent que le capitalisme, à un moment donné, à travers la bourgeoisie, va devoir laisser place à autre chose. Alors, la République, c'est le moment où Platon
contre la démocratie, contre le pouvoir populaire. Après la tyrannie des 30 et l'oligarchie qu'il condamne en ayant un petit peu hésité. Une partie de sa famille fait partie des 30. Il condamne parce que Socrate a condamné aussi, et puis que tout ça a produit des procès innombrables et des meurtres en série. Platon, revenant de Sicile, dans sa Politeia, c'est le titre grec du livre, La République, prône un régime qu'il appelle la timocratie. Platon ne croit plus du tout à la maïeutique socratique. Il y croyait au début, il en est né lui-même, il a été accouché par Platon, en quelque sorte. Par Socrate, excusez-moi. Socrate qui était maïeuticien, c'est-à-dire accoucheur de philosophes. Socrate qui posait au départ, tout le monde a la philosophie en lui, il faut le faire accoucher de ce qu'il y a de philosophique en lui. Même l'esclave de Ménon. Même l'esclave de Ménon est capable d'accoucher de cela. Ce n'est qu'un esclave. Un esclave pour un grec, c'est rien du tout. Ben, même lui est capable de philosopher. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Philosopher, ça veut dire pratiquer l'anamnésis, la réminiscence qui lui permet de trouver en lui-même l'accès au vrai. Normalement, le régime que devrait défendre Platon, ça devrait être la démocratie, à mon avis. Et c'est pas cela. C'est pas cela parce que du dialogue socratique que j'appelle dialogique, en faisant résonner ce mot avec un terme employé par un grand penseur de la littérature soviétique qui s'appelle Mikhail Bakhtin, et qui a été un grand penseur de la littérature en général, mais aussi de la linguistique, du langage. Platon abandonne le dialogisme de Socrate pour passer à la dialectique platonicienne. Et on le verra peut-être aujourd'hui, mais je crois que je n'aurai pas le temps, ce sera donc plutôt le 21 décembre, on verra que la dialectique platonicienne qui apparaît là, en fait qui est apparue dans Phèdre, et c'est pour ça qu'on relira un petit peu Phèdre, eh bien ça n'est plus du tout du dialogisme. Elle ne fonctionne plus par la confrontation à l'autre, par l'accouchement dans l'autre. Désormais, Platon, dans la République, soutient que seuls des élus, c'est-à-dire des êtres sélectionnés et par une procédure de sélection systématique, pourront accéder à la vérité. Les meilleurs, en ce sens-là, les meilleurs dans la dialectique, ce seront eux seulement qui pourront accéder à une vérité qui n'est plus scellée dans les profondeurs que les mystères d'Éleusis rappelaient chaque année au printemps. Vous vous souvenez de ça, hein? Dans le Ménon, on avait vu que les mystères d'Éleusis soutenaient qu'il y a une anamnésis de ce qui revient chaque année. Et Socrate disait, si nous voulons comprendre comment on peut trouver ce que c'est que la vertu, rapportons-nous à la tradition des mystères tragiques. En fait, disons, comme Perséphone, que les esprits reviennent chaque année, il y a une renaissance. Voilà. Et c'est ça la vérité. C'est le retour de cela. Malgré l'hiver qui a paru tout éteindre, tout effacer, qui semble... C'est vrai, là, quand c'est l'hiver, on a l'impression que ça ne reviendra jamais. Il y a un moment de l'hiver où on frôle le désespoir. On se dit, ce coup-ci, on restera en hiver tout le temps. Et puis, le printemps arrive, et on se sent revivre, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus, on se sent revivre. Alors cette alternance du printemps et de l'hiver, de la mort et d'une revenance, je ne dirais pas exactement d'une renaissance, vous le savez, c'est ce qu'exprime le mythe de Perséphone, qui est un mythe, comme on le dit dans l'anthropologie, un mythe agricole du retour du cycle des saisons. C'est le mythe qui confère aux mortels leur statut. Leur statut, c'est qu'ils peuvent revenir, en particulier quand ils sont de grands mortels, comme dira Socrate bientôt, ceux qui n'ont pas eu peur de la mort. C'est ça un grand mortel. Platon lui fera dire ceux qui savent que l'âme est immortelle, mais ça c'est absolument pas le cas. C'est pas du tout la culture de Socrate ni d'aucun grec. On va le voir tout à l'heure avec Jean-Pierre Vernant. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que lui, là, qui est un ancien mortel qui s'est
qui est devenu un héros et même un demi-dieu, il s'appelle Asclépios, eh bien, à partir du moment où il a risqué par sa thérapeia, s'appuyant sur la pharmacologie du serpent, lorsqu'il a risqué de transformer les mortels en immortels, Zeus l'a foudroyé et l'a renvoyé chez les mortels. C'est très très important, toute cette mythologie-là. Il faut la regarder de très près. En général, on vous parle de Platon sans étudier la mythologie, et c'est impossible de comprendre Platon sans connaître la mythologie. Alors qu'est-ce que peuvent les mortels qui ressurgissent quand Perséphone les fait revenir tous les 9 ans, vous vous souvenez ça, c'est tous les 9 ans, elle les fait réapparaître, qui? Pas tous, pas tous les mortels. Ceux qui ont accès au Kléos. Le Kléos qui veut dire la rumeur, la réputation, la gloire. Ceux que j'appelle, moi, les inoubliables. Et où il y a ici, eh bien, Socrate au milieu, protégé par mon grand-père, Frédéric Stigler, ma grand-mère, Léonie Doriat, et puis quelques-uns qui s'appellent Homère, Hésiode, Orphée et Musée. Voilà. Hésiode est là. Il est beau, hein? On croirait un paysan du Berry. Socrate, à la fin de son procès, à la fin de l'apologie, dit « Je les appelle les inoubliables parce qu'effectivement, pour moi, mes grands-parents sont inoubliables. C'est pas parce que c'est mes grands-parents, c'est parce que c'était de bons grands-parents. » Et il y a aussi Jeannine Trochet, ici, je le dis toujours, c'est la grand-mère de Caroline, et c'était une des femmes que j'ai le plus aimées dans la vie, voilà, qui est décédée et enterrée au cimetière d'Épineuil. Socrate dit dans l'apologie « Vous voulez que je boive la ciguë? Je vais la boire. Je ne me dédierai pas. Vous voulez que m'exiler? Je préfère boire la ciguë. Parce que vous voulez que je m'exile en disant que je reconnais mes fautes. À cette condition, j'aurai la vie sauve. Eh bien, je boirai la ciguë. Je n'ai absolument pas peur de la mort. Et d'ailleurs, je vous emmerde, car je vais retrouver Homère, Musée, Orphée, etc. Vous allez disparaître de la scène, mais moi, je serai avec eux. Et ça, ce dont il s'agit, c'est le Kléos. Le Kléos, c'est la base du nous. Le nous, on traduit souvent par intellect. Mais ça veut dire l'intellect, mais ça veut dire d'abord l'esprit. Et un esprit, c'est ce qui revient. C'est la revenance. C'est d'abord ce qui revient. Et Socrate dit aux Athéniens, je reviendrai. Je ne vous lâcherai plus. Il nous le dit à nous qui sommes des fils d'Athènes, les enfants d'Athènes. Alors tout cela, je vous le rappelle, pour bien insister sur le fait que la question de l'anamnésis, qui est le rappel, la réminiscence, le retour de ce qui avait été oublié et qui revient. Comme Platon, comme Socrate, comme les inoubliables reviennent. L'anamnésis, c'est ce qui est lié de manière indissoluble avec l'aletheia, avec la vérité entendue comme aletheia, c'est-à-dire sortie de l'oubli. Lethe en grec, ça veut dire oubli. Sortie du latent. Ça, c'est la compréhension que tous les Grecs, jusqu'à Socrate, ont du mot, de ce que nous appelons la vérité. La vérité, c'est ce qui procède d'une remémoration. Le destin anamnésique de l'esprit, tel que les tragiques le comprennent, la destination anamnésique de l'esprit, le destin c'est ce qui destine, c'est-à-dire c'est ce qui conduit vers une destination, c'est ça le destin. Cette destination anamnésique qui constitue l'esprit, le nous, et qui est tout aussi bien la condition du logos, de ce qu'on appelle le logos, et ça n'est pas la même chose le logos et le nous. Le logos c'est la pensée, mais l'esprit ça n'est pas la pensée. Vous avez bien compris pourquoi maintenant. Il n'y a pas de pensée sans esprit, mais la pensée, ça n'est pas l'esprit, ce n'est pas la revenance. La revenance, c'est la condition de la pensée, dit Platon, dit Socrate, disent les tragiques, mais la pensée, c'est autre chose. La pensée, c'est le raisonnement, disons.
Donc cette destination anamnésique, c'est ce dont on peut voir en lisant Jean-Pierre Vernant, le livre que grâce à Arnaud de Lépine j'ai fini par lire. Je ne l'avais pas lu. Il m'avait carrément échappé, je dois vous dire. Ça, c'est à cause des réseaux électroniques qui font que je ne vais plus dans les librairies, et j'ai honte de le dire. Et que je cherche mes livres de plus en plus sur les réseaux, et du coup, je n'ai plus la chalandise, enfin pas la chalandise d'ailleurs, l'achalandage. D'ailleurs, ce n'est pas non plus le mot qui convient. Ça, maintenant, on appelle ça comme ça. Mais disons, comment dire, l'approvisionnement, qui fait que les choix d'un libraire vous guident. Un libraire, ça peut être un mailloticien aussi, hein, quand c'est un bon libraire. Quoi qu'il en soit, ce livre-là m'avait échappé. Et dans ce livre, Vernant montre que ce destin anamnésique, cette destination anamnésique dont je vous parle, c'est ce qui trouve ses racines plutôt chez le combattant, dans la figure du combattant qu'est le grec d'Homère. Et dont Vernant nous montre que tout citoyen grec est encore un combattant, bien entendu, au sens d'Homère. Un citoyen, c'est un combattant. C'est pour ça que c'est une société d'aristocrates au départ, la société grecque. Si on ne combat pas, on ne peut pas être citoyen. C'est d'ailleurs d'où là que vient aussi la conscription, hein, enfin pas la conscription, le service militaire au départ, c'était aussi cette idée-là. Hein, c'est que celui qui ne peut pas mourir pour la patrie ne peut pas être un citoyen. Moi je suis très antimilitariste et tout ça, mais en même temps il faut réfléchir, hein, c'est pas peut-être pas si bête que ça. Hein. Quoi qu'il en soit, donc, Vernant nous dit que, voilà, il écrit ici, les hommes ordinaires s'évanouissent dès qu'ils sont morts. Qu'est-ce que c'est que les hommes ordinaires? D'abord, est-ce que ça existe un homme ordinaire? Bien sûr que non. Mais là, il dit les hommes ordinaires dans le combat. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des valeureux, ceux qui ne sont pas prêts à dépasser les limites, quoi. Qui ne peuvent pas devenir des héros. Eh bien, ils disparaissent dans l'Hadès, ça veut dire qu'ils deviennent anonymes et sans nom. Seul l'individu héroïque, en acceptant d'affronter la mort dans la fleur de sa jeunesse, voit son nom se perpétuer de gloire, en gloire de génération en génération, etc. Alors, dans la cité grecque, parce que là, on parle d'Homère, Homère, c'est la culture du 9e, 8e siècle. Athènes dont je vous parle, c'est le 5e siècle, donc c'est quand même bien après. Dans l'Athènes de Socrate, en principe, on vit plus ou moins dans la paix, on essaye. La cité sert précisément aussi à ça, à faire qu'on ne soit pas sans arrêt en train de se battre. Et on a essayé de substituer au conflit militaire le polémos verbal, le logos précisément. C'est-à-dire l'argumentation. On a cherché à substituer au combat physique le combat intellectuel, le combat spirituel. Mais c'est la même chose. Et ce que dit Socrate, c'est que le combat spirituel, si on n'est pas capable de mourir pour la vérité, c'est du bidon. C'est pour ça que je vous casse toujours les pieds avec les résistants, Cavaillès, Canguilhem, etc. Voilà des gens qui ont un crédit philosophique majeur, c'est-à-dire qui se sont vraiment battus pour leurs idées. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire de la philosophie en effaçant cette question-là. On doit être prêt à mourir pour ces idées. Ça me paraît absolument essentiel, sinon ce ne sont pas des idées crédibles. Et la question du cléos, c'est-à-dire de la réputation, de la gloire, reste attachée à cette question-là. Alors après, mourir, ça veut dire aussi ce que je vous ai dit une fois au début dans ce cours, pour ceux qui étaient là il y a 2 ans. Mourir, c'est être capable de faire des conversions. Je disais au début de ce cours, la philosophie, c'est essentiellement une conversion, un changement radical de point de vue. Si on n'est pas prêt à changer et à dire « je change totalement », pas la peine de venir ici. Parce que la philosophie, ça n'est que cela. Donc c'est une forme de mort, ça aussi. Une mort et une renaissance. Il faut être capable de mourir à soi pour renaître à soi. Se réinventer,
ce que Gilbert Simon appelle s'individuer, tout simplement, se dépasser, s'élever, tout simplement. Alors, Vernant, là c'est presque la fin du livre, mais au début du livre, Vernant dit que l'individu grec, c'est celui qui vit essentiellement pour le kléos, c'est-à-dire la réputation, c'est-à-dire pour la reconnaissance de la cité, et que dans cette motivation essentiellement guidée par la reconnaissance de la cité, eh bien, l'individu ne se constitue jamais sans un rapport à d'autres, à l'autre. Un autre dans lequel, dans une société qu'il appelle la société de face à face, la culture de la honte et de l'honneur, l'existence de chacun est placée sans cesse sous le regard d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans la société de la reconnaissance, c'est le regard de l'autre qui me constitue, fondamentalement. Et cet autre, c'est l'autre dans la réputation, mais c'est aussi l'autre que l'on voit, par exemple, dans le banquet, l'autre de l'amour. Et il en parlera plus loin, je ne vais pas citer cela, mais Vernant dira, c'est dans l'amour, et c'est pour ça que Platon le dira dans le banquet, c'est dans l'amour, par exemple, que c'est dans l'amour de l'autre que je peux me trouver. Jamais moi-même, tout seul, je ne peux pas me trouver. Ça, c'est fondamental. C'est la base de ce que j'appelais le dialogisme de Socrate tout à l'heure, qui n'est pas simplement le dialogisme de Socrate, c'est la culture grecque qui est entièrement comme ça, la culture tragique qui est entièrement comme ça. Et ici, Vernant dit que ça c'est le lot des mortels, ça ne concerne pas les dieux qui sont des immortels, les dieux sont totalement autosuffisants, ils sont parfaits, les mortels ce sont des imparfaits, ils ne peuvent jamais s'en sortir tout seuls, ils ont toujours besoin d'être se projeter dans l'autre. Et c'est pour ça que Vernant dit le discours sur l'immortalité de l'âme de Platon. Ah, pardonnez-moi, j'ai raté. Oui. Non, c'est bien ça. Le discours de l'immortalité de l'âme de Platon, ça n'est pas du tout grec. Il dit ici que la Grèce, c'est une culture dont la religion n'a pas misé sur l'immortalité de l'âme. Et que la survie en gloire n'est pas une immortalité de l'âme. Et il ajoute ensuite que Platon rompt avec cela. C'est une sorte de rupture, comme il dit ici. L'affirmation de la présence en nous d'un élément non corporel apparenté au divin, vous vous souvenez que c'est ce que disait Phèdre. Dans Phèdre, tout à coup, Socrate dit, en fait, l'âme a une part divine. Là, Vernant dit, mais c'est pas grec du tout, ça. C'est pas grec du tout. Et c'est une rupture. Plus qu'un tournant, dit-il. Cette approche du corps marque dans la culture grecque, plus qu'un tournant, une sorte de rupture du corps en tant qu'il comporterait une part divine. Alors, je vous rappelle tout cela, je suis désolé d'insister longuement, mais c'est très important, sinon on ne comprend rien à la République. Et je pense que c'est précisément le problème d'Alain Badiou. Parce que Badiou ne comprend rien à tout cela. Le tragique grec, c'est pas ce que c'est. En fait, pour lui, Platon, c'est la République. Pour moi, la République, c'est la fin de Platon. Comme on dit, la fin des haricots. Et donc, tout ce que je dis ici, dans ce cours, je ne vais pas dire que c'est contre Badiou. Mais Badiou, ou un Badiouisien, je ne sais pas si on dit cela, dirait que c'est du délire. Le régime timocratique que décrit la République, vous le savez, on l'avait déjà dit dans le cours précédent, est basé sur la paideia des gardiens, sur leur formation, leur éducation. Les gardiens, qui sont donc les philosophes qui ont été sélectionnés pour diriger la cité, gouvernent la politeia à partir de cet enseignement. Et cet enseignement est fondé sur la dialectique. Ça, c'est ce que nous verrons dans le livre 7. Et pour cela, nous lirons un commentaire de Heidegger qui est extrêmement intéressant. La dialectique est fondée elle-même sur les idées, sur la contemplation des idées.
Mais, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, cette dialectique a tout oublié du dialogique. À l'époque de Socrate, c'est dans cette scène-là que se construit la vérité. Une scène qu'il faudrait faire remonter, comme je vous l'ai dit l'autre fois, à l'objet transitionnel, c'est-à-dire à la relation mère-enfant. Mais je ne le ferai pas. Cette scène, chez l'adulte, elle devient, ou chez l'adolescent, elle devient celle-là, c'est-à-dire la dualité amoureuse. C'est là qu'il est très étonnant d'ailleurs que Badiou ne comprenne pas tout cela. Parce que Badiou a écrit un livre que j'ai lu d'ailleurs grâce, vous voyez, grâce à vous je fais plein de choses, grâce à Hélène, qui s'appelle Éloge de l'amour, parce qu'Hélène m'en avait parlé, donc je me suis dit, allez, je vais le lire. C'est un bon livre de Badiou. Pas tout, mais il y a des très belles choses. De toute façon, Badiou, hein, je le tape dessus comme ça, mais il y a de très bonnes choses chez Badiou. C'est un grand penseur, c'est un vrai philosophe. Quoi qu'il en soit, dans l'éloge de l'amour, Badiou reprend cette dimension de l'amour, mais elle n'est pas dans la République. Et c'est pas compatible, la République et le banquet. C'est l'un ou l'autre, mais les deux, c'est pas possible. La République, c'est j'efface le discours du banquet et je passe à un nouveau type de discours. Quoi qu'il en soit, dans le banquet, ce que nous dit Diotima et Socrate, ce que nous disent Diotima et Socrate, c'est que la dualité amoureuse, c'est le moment d'intensification absolue de l'individuation, c'est-à-dire de la capacité de l'idéalisation. Et l'idéalisation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui donne accès à l'idée. L'idée, c'est un résultat de l'idéalisation. L'idée, c'est pas dans la République de Platon que pour la première fois on pense l'idée. L'idée, c'est un concept qui vient de l'aidos, l'idéa, qui date de bien avant Platon. Dans la République, Platon a fait une nouvelle théorie qui fait que les idées ne procèdent plus de l'amour, ne procèdent plus de l'idéalisation amoureuse. Elles procèdent d'une vérité qui tombe du ciel. L'amour, c'est tragique. L'amour, c'est la mort. Orphée, Eurydice. C'est ça l'amour. L'amour, c'est toujours lié à la mort. Tout comme je l'avais dit il y a 2 ans, Eros est lié à Thanatos et réciproquement. On sait cela maintenant très bien par la psychanalyse. Mais c'est déjà vrai dans la tragédie grecque. Et encore dans la tragédie shakespearienne, Roméo et Juliette. Dans la tragédie cornélienne, Rodrigue, etc. Et Chimène. Bon. Tout le monde sait cela d'une certaine manière. Dans la République, les choses ne viennent plus du sol, c'est-à-dire du tragique, elles tombent du ciel. On est en train de sortir du polythéisme, on est en train de se diriger vers le monothéisme. Et donc, l'idée n'est plus le résultat d'une idéalisation, c'est le résultat de quoi? D'une vérité éternelle que, bientôt, on va appeler le chorismos, c'est-à-dire un monde séparé, qui est le monde des idées, précisément. On y reviendra plus tard en lisant le livre 7. Alors tout à l'heure, vous vous souvenez que je vous disais qu'on aurait dû penser, si la République de Platon est basée sur la philosophie, tout un chacun pouvant être philosophe, on aurait dû penser que le régime recherché aurait dû être la démocratie. Revenons donc à la question de la démocratie, et plus généralement de la politeia. N'importe qui, dit Socrate, peut philosopher en tant qu'il est capable d'admiration. La capacité à la philosophie, c'est la capacité de l'admiration. C'est ce que redira Aristote dans la première page de la métaphysique. Là où il dira, celui qui peut philosopher, c'est celui qui est capable de s'étonner. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez raison, vous aurez raison. Admirer, ce n'est pas exactement s'étonner. On peut s'étonner en étant scandalisé, par exemple. Quoi? Il a osé faire ça? Strauss-Kahn a osé? On peut s'étonner. Moi, je me suis quand même beaucoup étonné, par exemple. Mais l'admiration, c'est une figure sublime de l'étonnement. C'est la plus belle figure de l'étonnement. Alors, on admire. C'est étonnant, quoi. Incroyable. Ça vous arrive, j'imagine, je l'espère pour vous. Tout à coup, de prendre une vallée que vous connaissez très bien, et d'un seul coup, de dire, oh,
qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est l'étonnement, c'est l'admiration. Tout le monde peut philosopher parce que tout le monde est capable d'admiration, mais pour pouvoir philosopher dans l'admiration, tout le monde le peut, pour autant qu'il sache lire. Pour autant qu'il sache lire, comme je vous le disais l'autre fois, il y a 2 ans, à propos de l'esclave de Ménon. Vous vous souvenez, j'avais commenté pas à pas cette discussion entre Socrate et l'esclave, et à un moment donné, je vous avais montré qu'il sait lire. S'il ne savait pas lire, il ne pourrait tout simplement pas répondre. La lecture change le rapport à soi. C'est le pharmacone qui change le rapport à soi et qui permet un type de raisonnement qui conduit à ce que les Grecs appellent la philosophie. Je ne veux pas dire qu'un Chinois ou un Esquimau ou un Africain n'est pas capable de faire de la philosophie. Si, il en est capable, mais il faut qu'il apprenne à lire. Parce que la philosophie, c'est ce qui se développe dans la société grecque, de l'écriture à la lettre, de la pensée. Il y a d'autres formes de pensée, tout aussi grandes que la philosophie, qui se développent en Chine, par exemple. On parle de la philosophie chinoise, mais moi je ne dirais pas que c'est de la philosophie chinoise, c'est la pensée chinoise. Tout à fait contemporaine, d'ailleurs, Confucius est contemporain même d'avant Platon, d'avant Socrate. C'est une autre très grande pensée, et bien d'autres, il y en a dans toutes les sociétés de très grandes pensées. Mais par exemple, Ampateba, qui est un penseur africain, ne pense pas à partir de la tradition de l'écriture. Il sait lire et écrire, enfin il savait, bien entendu, il était même très cultivé, mais ce qu'il essayait de perpétuer, c'était une autre tradition. Quoi qu'il en soit, la politeia, et dans la politeia, la démocratie, telle qu'elle apparaît avec Clisthène, le fondateur de la démocratie athénienne, celui qu'on appelle Clisthène l'Athénien depuis un livre célèbre, eh bien, la démocratie, mais plus généralement la politeia, suppose l'école, comme l'explique ici Henri Irénée Marou dans un livre qui s'appelle Histoire de l'éducation en Grèce. Il y a un autre volume qui s'appelle L'éducation à Rome. L'école littéraire, grammatodidaskaleion, qui n'est pas le simple skoleion, dit-il, est une institution qui est, comme l'ostracisme instauré par Clisthène, une institution obligatoire pour faire partie de la cité. Et c'est tellement vrai, comme il dit, que, par exemple, les Tréséniens, j'avais déjà cité ça, je crois ici, pendant la guerre de Salamine, reçurent, pas pendant la guerre de Salamine, pendant les guerres médiques, avant la bataille de Salamine, reçurent les enfants et les femmes d'Athènes et leur fournir des maîtres d'école. C'était une chose aussi indispensable que d'avoir de quoi manger et boire. Si je précise ce point, c'est pour 2 raisons. D'abord, ce point va être totalement occulté par Platon. C'est même pour 3 raisons. Platon va occulter ce point-là. Deuxièmement, Platon ne va plus parler que de l'école où on forme, enfin de l'éducation des gardiens, mais il ne parlera plus de l'éducation des citoyens. Et troisièmement, Jacques Rancière, lorsqu'il dit que la démocratie, c'est le régime de n'importe qui, comme il dit, eh bien, il ment. Enfin, il ment. C'est un peu brutal de dire ça comme ça, mais en tout cas, il se trompe gravement. Et par rapport à ce que disaient les Grecs, il est totalement infidèle à ce que disaient les Grecs, à la pratique des Grecs. Pour entrer dans la démocratie, ou la politeia, pas simplement la démocratie, il faut passer par l'école. Si on ne passe pas par l'école, on ne peut pas participer à ce processus d'individuation. Ça, c'est absolument fondamental. Le skoleion est la condition, c'est l'institution primordiale de la politeia. Et l'Académie de Platon, qui est une espèce de skoleion supérieur, une espèce d'université, une première université dans l'histoire des universités, c'est le prolongement de ce skoleion. Et ce skoleion-là, il est pour tous les enfants grecs. On ne peut pas devenir citoyen si on ne passe pas par là. Alors, tout ça, c'est ce qu'efface Platon,
Platon qui va construire une thémocratie, c'est-à-dire un régime ultra sélectionné qui va minorer tous les autres membres de la cité. Rancière d'ailleurs s'élève contre Platon, ce que je comprends très bien, mais sauf qu'en s'élevant contre Platon, il efface cette question de l'école, et donc à mon avis, il ne se donne pas les moyens de vraiment s'opposer à Platon. Et Platon remplace le dialogisme par la dialectique, donc par une dialectique fondée sur la théorie des idées. Et qu'est-ce que sont les idées dans cette théorie? Eh bien, ce sont, comme dit parfois Heidegger, les aspects de l'être. Idea, ça veut dire ce qui se voit, ce qui se présente, l'aspect. Donc les idées qu'on trouve dans le ciel des idées, ce sont des aspects de ce qui est. Et désormais, ce qui est, c'est ce qui s'oppose à ce qui devient. Avec la République de Platon, deux mondes sont en train de se séparer, j'en avais déjà un petit peu parlé, l'être qui est intelligible, totalement intelligible, absolument analysable en totalité, et qui est analysé et intelligé, si je puis dire, intellectualisé, pensé par la dialectique qui désormais ne se définit plus du tout comme le dialogue, mais comme la méthode analytique qui permet de découper les aspects de l'être, de les catégoriser. C'est un processus de catégorisation, je vais y revenir dans 2 semaines. Et en face de cet être intelligible, de ce monde intelligible auquel la dialectique donne accès, il y a le devenir qui est le monde du sensible. Le sensible, c'est ce qui ne cesse pas de changer, et c'est ce qui, du coup, ne peut pas être connu. Comme ça change tout le temps, c'est pas connu. C'est toujours autre. Le sensible est toujours en train de devenir autre. Mais du coup, l'autre devient ici l'opposé de l'être. C'est-à-dire que ce qui était l'autre, qui dans le dialogisme me permettait de me développer, de m'individuer, tel que Socrate le pensait, eh bien maintenant c'est devenu l'opposé de l'être, l'adversaire de l'être. C'est devenu le multiple. L'être, ça devient l'un, l'autre, ça devient le multiple. L'intelligible, c'est ce qui constitue l'élément divin de l'âme, dont parlait déjà Phèdre, et son immortalité. Et le sensible, c'est ce qui empêche d'accéder à l'intelligible, c'est ce qui trompe l'âme, parce que le sensible, c'est le corps. Et c'est le corps en tant qu'il est dominé par les passions qui changent tout le temps. Strauss-Kahn, par exemple, il veut cette fille-là, puis 5 minutes après, il veut cette autre fille-là, etc. Bon. Et ça ne s'arrêtera jamais. Il en faudra toujours plus. C'est pour ça qu'il est condamné, finalement, à être soupçonné de proxénétisme. Je ne dis pas que c'est son cas, mais il ne faudrait pas le diffamer. Mais il s'est mis dans de mauvais draps, si j'ose dire. Alors, je ne l'ai pas fait exprès. Comme vous le voyez, la République, c'est le moment où chez Platon, tout ce qui composait, comme c'est le cas dans la société tragique, se met à s'opposer. C'est-à-dire, tout ce qui était en composition, en dialectique constante, l'être et l'autre, le corps et l'âme, et bien maintenant ça s'oppose. C'est-à-dire que Platon va séparer ça. Et ça, c'est en train de préparer cette pensée qui va dominer l'Occident pendant très longtemps, qui va commettre d'innombrables crimes à cause de cela. C'est ce qui va conduire à, il y a le bien là, et il y a le mal là. Là, il y a nos amis, et là, il y a nos ennemis. Et donc, le mal, on peut lui faire tout ce qu'on reproche au mal de faire. Et donc, on va engendrer tout ce qu'on dénonce. Donc, la civilisation occidentale va se répandre dans le monde en massacrant allègrement tout ce qui n'est pas elle, par cette espèce de pulsion d'unification pour répandre la parole du Christ, parce que ce sera à ce nom-là que ça se fera à ce moment-là, mais en trucidant allègrement tous ceux à qui on vient de porter la bonne parole. C'est ça que j'essaye de penser. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là?
Et comment maintenant on n'en est plus là? Parce que maintenant on n'en est plus là du tout. Maintenant c'est pas le christianisme qui trucide, etc. C'est le marketing, c'est le marché. Eh bien je vais essayer de vous montrer, peut-être aujourd'hui si j'arrive au bout de mon cours, que les grandes questions du marché sont déjà dans la République. Sont déjà là. Et que du coup, si on doit lire la République, c'est parce que si on veut comprendre comment on va se sortir de ces mauvais draps dans lesquels nous sommes avec M. Strauss-Kahn englués dans cette espèce de porcherie qui est devenue le monde, eh bien, il nous faut lire très attentivement la République de Platon. Parce que la République de Platon, c'est le fondement de tous les grands savoirs occidentaux. Tous les grands philosophes s'appuient sur la République de Platon. Et donc, par exemple, si vous lisez Kant, qui est un génie absolu, hein, critique de la raison pure, ça passe par Platon, bien entendu. Husserl, dont j'ai beaucoup parlé ici, s'appuie sur Platon. Et pas n'importe quel Platon, ce Platon-là. Revenons maintenant à la cité. Qu'est-ce que c'est que la cité? La police, comme on dit en grec. C'est ce qui apparaît, nous l'avons déjà dit, au cours du 7e siècle. C'est ce qui se développe politiquement. Et que veut dire politiquement? Ça veut dire comme étant une nouvelle forme d'individuation psychique et collective. Un nouveau processus d'individuation psychique et collective. Alors, l'individuation psychique et collective, l'expression, comme vous le savez maintenant, que je reprends à Gilbert Simondon, ça caractérise toute société humaine. Il n'y a pas que la cité grecque qui est une individuation psychique et collective. Par exemple, les chasseurs-cueilleurs sont un processus d'individuation psychique et collective. Ceux-là sont en Amazonie. Et puis, la société américaine, normalement, c'est encore un processus d'individuation psychique et collective. Ou peut-être, d'ailleurs, le processus d'individuation psychique et collective qui nous vient des Grecs est en train de se déformer un peu, voire de prendre fin. Vous vous en souvenez, ça c'est le projet de supprimer totalement toute contrainte légale, fiscale, etc. Créer une communauté purement basée sur le marché. Et ça c'est en train de se développer en ce moment. Le programme, c'est que dans 3 ans, ça ouvre en face de San Francisco, à 22 km de la côte. C'est très 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 grave ça. J'ai pas entendu parler un seul homme politique français de ce truc. Mais c'est extrêmement grave. Le but est de créer une espèce de timocratie, une timocratie où la valeur, ça n'est plus la valeur platonicienne, à laquelle on accède à la dialectique, c'est la valeur de la bourse. Et les timocrates, ce deviendraient les gens du CAC 40, etc., qui là viendraient développer tout ce dont ils ont besoin en allant pomper l'intelligence de Stanford, de UCLA, etc., etc. Par exemple. La cité grecque, ça n'est pas du tout ça. C'est la première forme donc d'individuation psychique et collective politique. Et qu'est-ce que ça veut dire politique? Ça veut dire telle qu'elle ne cesse de s'individuer, de se transformer, de se convertir, si je puis dire, c'est-à-dire de changer d'orientation, aussi bien collectivement, c'est-à-dire historiquement, c'est le début de l'histoire, que psychiquement, c'est-à-dire noétiquement. Ça veut dire dans un rapport essentiel à l'aletheia, à la vérité. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais soutenu ce fait que ce qui relie les citoyens dans la cité grecque, c'est le rapport à la vérité. C'est leur seul lien, mais c'est un lien fondamental. Et ce rapport à la vérité, c'est celui qui doit être uniquement mis en œuvre dans toute prise de décision. On attaque les Spartiates ou pas, on applique telle loi ou pas, c'est des procédures de vérité, d'argumentation. Avant les Grecs, ça vous semble peut-être logique de faire comme ça, mais avant les Grecs, c'était jamais comme ça. C'était par la divination, on consultait les oracles, etc. Les Grecs consultent encore des oracles dans Homère. Ils consultent encore des oracles à Athènes. Socrate va voir la Pythie à Delphes. Mais c'est pour des cas très particuliers. Dans le cas de Socrate, c'est lorsque précisément il y a des questions limites qui ne peuvent plus faire l'objet simplement de la décision politique. En tout cas, dans la République de Platon, celui-ci préconise un régime tel que la vérité qui doit gouverner la cité, ça c'est le cas de toutes les formes de cité,
pour Platon, ne peut être produite que par les gardiens qui la détiennent, cette vérité, désormais. Et s'ils la détiennent, ce n'est pas qu'ils ne la détiennent pas de naissance, mais ils l'acquièrent à travers la paideia, et à travers cette paideia, où ils exercent, où ils pratiquent la dialectique, ils peuvent accéder à la couche supérieure de l'être, c'est-à-dire à ce qui constitue le monde des idées. Dans un langage contemporain, qui est du franglais, on dira que le modèle timocratique de Platon est un modèle top-down, comme je l'ai déjà dit l'autre fois, et ce à quoi il s'oppose, le modèle démocratique, c'est un modèle bottom-up, comme on dit aujourd'hui. Je soutiens moi-même que ce modèle platonicien top-down est une dénaturation de ce que l'écriture a rendu possible. Je soutiens qu'en fait l'écriture est la condition d'individuation psychique et collective politique. Donc ce qui a rendu possible la police, c'est l'écriture. Et quand je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Vernant. Beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais en particulier Jean-Pierre Vernant. Qu'est-ce que permet l'écriture? Elle permet un processus de transindividuation entre les citoyens, qui constituent des individus psychiques. Et ce processus de transindividuation à travers l'écriture, la loi, etc., leur permet de se co-individuer, c'est-à-dire de devenir ce qu'ils sont ensemble, dans une passion qu'ils cultivent et qui est une passion pour la vérité. C'est-à-dire pour une forme spécifique de l'idéalisation. L'idéalisation telle qu'elle s'est formée, en particulier dans le rapport à la géométrie, puisque c'est l'expérience de la géométrie au 7e siècle qui ouvre cette époque-là de l'idéalisation. Ce que je vous dis en vous parlant ainsi de l'écriture, c'est que l'écriture a permis la constitution d'une communauté bottom-up. Et par rapport à cette communauté bottom-up, rendue possible par l'écriture, ce que Platon veut imposer, c'est un régime top-down, c'est-à-dire où la vérité vient d'en haut, et il efface la question de l'écriture, puisqu'il n'en parle jamais dans la République. Si la République doit être lue aujourd'hui, c'est parce que l'enjeu de cette lecture, c'est de surmonter un blocage qui empêche de penser toutes ces questions dans leur rapport au pharmacone hypomnésique qu'est la rétention tertiaire littérale. En tant que ce pharmacone peut aussi bien favoriser la co-individuation des citoyens, c'est-à-dire la vie de la politeia, que les conduire dans les excès de la sophistique, en effet, finalement, à régresser en deçà du stade de la politeia et à déchoir ce que j'appelais tout à l'heure la déchéance démocratique. Bien sûr que c'est possible, et c'est ça la pharmacologie de la démocratie. Mais pourquoi est-ce que c'est très important pour nous? Eh bien, c'est parce que nous sommes en train de vivre une révolution pharmacologique, une révolution de la rétention tertiaire numérique, qui est en train de complètement redistribuer les rapports entre le top-down et le bottom-up. Et si nous ne pensons pas à ce qui s'est joué avec l'écriture et ce qui s'est pensé avec Platon, nous ne pourrons pas surmonter cela. Parce que tous ceux qui dirigent aujourd'hui l'implémentation du numérique dans le monde, et on va voir tout à l'heure à quel point ça prend des proportions énormes, eh bien, ils mettent en œuvre des modèles platoniciens. Ils mettent en œuvre des modèles qui, à mon avis, sont franchement toxiques et problématiques. Ils ne s'en rendent pas compte. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'ont jamais lu Platon. Mais pour mettre en œuvre un modèle platonicien, pas besoin d'avoir lu Platon. Le simple fait d'aller dans un système académique, c'est déjà être platonicien. Le système académique doit son nom à l'Académie de Platon. Et si il a ce nom-là, c'est parce qu'il met en œuvre des prescriptions de l'Académie de Platon. Donc, on peut très bien n'avoir jamais lu Platon, Socrate, etc., et en même temps être pris dans leur pensée, parce que la plupart des catégories, le mot idée, par exemple, vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais dit, on entend tous les jours Sarkozy dire « j'ai une idée ». C'est un concept qui vient de Platon, quand il dit « j'ai une idée ». Tout ça, tous ces mots, nous les avons hérités de cette tradition, et en particulier de la République de Platon, qui est l'ouvrage de référence.
Alors, la politeia, moi je considère que ce devrait être un processus de transindividuation fondé sur l'individuation noétique de tous et pas simplement des gardiens. Et donc à travers une paideia qui ne serait pas celle des gardiens qui gouvernent le troupeau, en quoi consiste selon Platon ce qu'il appelle la doxa. Doxa, ça veut dire opinion, vous le savez sans doute, ça veut dire croyance, ça veut dire tout ce qui n'est pas la vérité, même s'il y a, comme le dit Platon dans certains cas, ce qu'il appelle des opinions vraies, ou des opinions droites, c'est-à-dire des opinions qui sont conformes à la vérité, mais qui ne permettent pas de trancher en vérité. Donc, une politeia qui fonctionnerait bien, ce serait, selon moi, une politeia où tous les membres de la cité auraient accès à la paideia, et pas simplement les gardiens de la cité. Ce modèle dont je vous parle, ce n'est pas le mien, bien entendu, vous le savez très bien, c'est celui que prescrivent les Lumières. Condorcet, Kant, tant d'autres. Et Jules Ferry, que le président de la République française a salué au début de son mandat, au mois de septembre dernier, si je me souviens bien, solennellement, pour dire qu'il inscrivait sa mandature sous l'autorité de Jules Ferry et de ce que Jules Ferry incarnerait de cette idée de la République. Cependant, ce modèle républicain de l'école, auquel sur le fond j'adhère évidemment, ce modèle de l'école au sens moderne de la République, c'est-à-dire de la chose publique, il est lui-même totalement bouleversé par la nouvelle pharmacologie de publication que constitue la rétention tertiaire numérique. Pour qu'il y ait une école publique et une chose publique, il faut qu'il y ait de la publication, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, et aujourd'hui la publication, eh bien, elle se fait de plus en plus sur le web, et de moins en moins en librairie. Et ça, c'est très très important. Ça induit un énorme bouleversement. Et ce bouleversement, en particulier depuis le début des années 2000, c'est-à-dire avec l'apparition de ce qu'on a appelé le Web 2.0, eh bien, il a fait renaître un processus bottom-up. Et ce processus bottom-up, dont nous participons, nous, quand je dis nous, là je parle d'Ars Industrialis, puisque nous avons beaucoup utilisé ces potentialités du web pour développer Ars Industrialis. Ça a très bien marché. Ce processus bottom-up, c'est aussi ce dont se revendiquent, je vous l'avais dit autrefois, les libertariens qui produisent cette destruction de la cité. Donc nous sommes dans une situation très compliquée. Nous revendiquons quelque chose contre Platon, que revendiquent aussi ce que je considérais pour moi être mes pires adversaires. Là, hein. Ça, c'est ce que je combats farouchement. Je pense que ça, c'est la déchéance de l'Occident totale, et pas simplement de l'Occident, malheureusement. Ça, c'est ce qui veut faire qu'il y ait des communautés humaines sans aucune loi, sans fiscalité, sans non plus le théâtre, qui est l'institution primordiale qui relie la politeia à la culture tragique du pharmacone. C'est ça le théâtre, en fait. C'est pour ça que c'est important d'aller au théâtre. Mais vous le savez, Platon lui aussi prétend liquider le théâtre. Donc le sujet est très compliqué. Nous nous battons, en lisant Platon, pour lutter contre ça, en disant que ça veut détruire ce que Platon défend, c'est-à-dire des lois. Alors on ne défend pas les mêmes régimes, je lutte contre la timocratie, etc. Mais il défend quelque chose qui est de l'ordre d'une autorité unifiée, top-down. Et je soutiens, moi, que le bottom-up ne fonctionne pas sans produire du top-down. Sinon, plus rien ne fonctionne. Donc tout ça est très très compliqué. C'est pour ça qu'il nous faut lire patiemment. J'y vais tout doucement. Il faut y aller tout doucement. On ne peut pas se précipiter. Tout le monde va aller très vite aujourd'hui, mais on ne peut pas aller vite sur des sujets comme ça. Alors, revenons à notre masque paysan. Ça représente un paysan dans le théâtre grec. En lisant La République, notre question va donc être celle du régime politique, c'est-à-dire de l'organisation du pouvoir, de ce qui constitue, autrement dit, le pouvoir. Aujourd'hui, on entend souvent ça comme quelque chose de négatif, le pouvoir, l'oppression, la police,
la police des polices, etc. Le pouvoir, c'est d'abord la non-impuissance. Le pouvoir, c'est pouvoir faire quelque chose. Donc c'est absolument positif, le pouvoir. Et il faut l'entendre aussi comme cela. Le pouvoir, c'est ce qui permet de ne pas être impuissant. Dans la Politeia, la question, c'est la question du pouvoir dans son rapport au savoir. Platon dit le pouvoir doit être basé sur le savoir. Et bien entendu que nous sommes d'accord avec lui. Sauf que nous disons, le savoir, tout comme le pouvoir d'ailleurs, sont constitués par une pharmacologie. Et donc, on ne peut jamais purifier le savoir et le pouvoir de la question du pharmacone, en l'occurrence, dans le cas de Platon, de la question de l'écriture. Mais dans notre cas, ça n'est plus simplement l'écriture. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, parce que moi je ne fais pas des cours ici pour le plaisir simplement de faire de la philo, j'adore ça, mais c'est aussi parce que nous avons des problèmes politiques à résoudre aujourd'hui. Nous avons des combats à mener, par rapport notamment au numérique. Donc vous allez voir tout à l'heure que ça va mener très 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 loin et très 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 vite maintenant. Ça se précipite en ce moment, les effets du numérique. À toute vitesse, ça va. Donc quant à cette question politique, nous la posons ici comme l'articulation du bottom-up et du top-down. Et moi, je définis la pharmacologie positive, c'est-à-dire la manière positive de faire avec le pharmacone, comme ce qui sait articuler les processus bottom-up, c'est-à-dire ce qui vient de l'ensemble de la cité, avec des processus top-down, c'est-à-dire des capacités de prendre des décisions. C'est ça la question. On reproche beaucoup au président de la République actuelle et au Premier ministre de ne pas prendre de décision. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'aurais tendance à dire que malheureusement, c'est sûrement pas faux. Mais on a le sentiment d'une impuissance, et vous savez bien que ça risque de faire exploser la cité. Ici, nous, à Épineuil, nous essayons d'expérimenter politiquement autour de telles questions. Je parle d'expérimentation politique au sens élémentaire ou au sens nucléaire du mot politique. Au sens où nous tentons, au fond, ici, dans cette école d'Épineuil, sinon de former, en tout cas d'imaginer ensemble et de rêver ensemble, ça c'est l'Académie d'été, et en cela de partager, si peu que ce soit, des principes de vie nouveaux. Nous essayons de penser ça. Comment vivre mieux, autrement, comment se convertir à quelque chose qui suppose, voilà pourquoi ça passe par la philosophie, de remonter le cours de l'histoire occidentale. Comme des saumons. Et peut-être même en essayant non seulement de remonter le cours, mais de nous extraire de ce cours et de nous mettre à voler comme des poissons volants. C'est-à-dire non plus simplement comme des saumons qui remontent à la source, mais véritablement comme des poissons qui sortent de leur milieu. Pourquoi sortir de son milieu? Pour l'appréhender dans son ensemble. Voilà ce que nous essayons de faire. Vous allez me dire, mais c'est extrêmement présomptueux, un tel point de vue. Ben non, je ne crois pas du tout. Je pense que sans arrêt, nous sommes capables de cela. Nous nous dépassons. Pas tous les jours. Mais nous avons des moments où nous nous dépassons, bien entendu. De 36 000 manières, au basket, en faisant un cours de philo, en sachant trouver ce qu'il faut dire aux gosses là où personne n'aurait su trouver, par exemple, ce que font les mères, etc., etc. C'est ça, se dépasser. C'est ça, être un poisson volant. Mais ça veut dire s'extraire de tout ce qui a été reçu, donné, et d'un seul coup, inventer quelque chose. C'est ça qu'on essaye de faire ici, ensemble. Comme cette bande de poissons volants. Et nous le faisons en utilisant le numérique. Parce qu'en ce moment, c'est filmé, c'est en streaming, tout ce qu'on fait là. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions qui reviennent, auxquelles j'ai toujours pas répondu. Et j'en demande pardon aux gens qui les posent. Parce que je suis débordé de boulot. Parce qu'en dehors de faire ça, j'ai mon travail. Donc, et donc, j'arrive pas en ce moment à répondre à tout cela. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Mais j'ai eu 2 ou 3 mois extrêmement chargés. Donc, pour le moment, j'arrive pas à répondre à toutes ces questions. Il y en a une quand même sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui avait déjà été posée après le premier cours, à laquelle j'ai toujours pas répondu, alors que je disais l'autre fois que j'allais y répondre. Donc, celle-ci, j'y répondrai. Mais les autres, j'y répondrai aussi ici. Mais là, j'ai pas le temps. Quoi qu'il en soit, si ces questions viennent, et il y a une dialogique là qui se développe sur le web, et qui se développe très loin d'ailleurs, parce qu'il y a des gens de très loin qui participent à cette école. C'est à travers le numérique.
Et comme vous le savez aussi, comme on parle avec Josiane, qui est par là, je crois, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, nous travaillons aussi à mettre en œuvre des outils de travail numérique qui permettront un jour, à partir de ces travaux qui se font ici, de travailler autrement avec des technologies très avancées. Nous y travaillons vraiment. On n'en parle pas encore, parce que... Et c'est très intéressant parce que ce sont des applications des problèmes que pose Platon. Les outils en question dont je vous parle sont des outils de catégorisation, de navigation dans des données, etc., qui posent des problèmes de catégorisation que Platon pose dans la République. Donc c'est très, très, très intéressant. On est en train de faire un laboratoire au carré, en quelque sorte. Et tout ce que nous faisons là, eh bien, je vous l'avais dit là, il y a 2 semaines, en anglais, on pourrait dire, en américain, on pourrait dire, vous faites une charter school. C'est-à-dire une école qui se coupe de l'école publique. Une école qui se développe comme George W. Bush, par exemple, a encouragé, après la catastrophe de Katrina, les citoyens américains à développer cela, pour privatiser l'école. Et pour détruire l'école publique. Pour détruire toute puissance publique, autrement dit. Puisque si ce que je vous disais tout à l'heure est vrai, à savoir que la base de la Politeia, c'est l'école publique, eh bien ça veut dire que on serait en train de contribuer à la destruction de la puissance publique. Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire ici. Par contre, je pense que l'école publique, l'université publique, les institutions politiques en général ont besoin de travailler avec des organismes comme ce qu'on essaye de faire ici, qui sont une nouvelle forme de puissance publique, qui n'est pas une puissance publique d'État, qui n'a aucune intention de devenir une puissance privée pour autant, parce que tant que je serai vivant, en tout cas, Pharmacon.fr ne deviendra jamais une entreprise, mais nous essayons de mettre en œuvre une expérimentation politique, comme je le disais tout à l'heure, qui nous permette de ne pas regarder tétanisé passer le train de cela, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cela? Coursera. Qu'est-ce que c'est que Coursera? Coursera. L'ère des cours. Coursera, c'est quelque chose qui a été lancé par Stanford University, qui est ici, où j'ai l'honneur d'ailleurs de publier mes livres en anglais. Stanford, qui est une très grande université américaine, a créé un réseau avec ces universités-ci pour créer ce qu'on appelle des MOOC, c'est-à-dire des cours en ligne à destination massive. Il y a d'ailleurs un Américain qui a déclaré récemment qu'il ambitionnait de faire un cours pour 1 milliard de personnes. Alors, je ne vais pas vous en parler en détail aujourd'hui, ça mériterait qu'on le fasse. Peut-être qu'on le fera avant la fin de ce cours, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si je vous en parle, c'est parce que le numérique, c'est en train de rendre possible des choses comme cela. Et on ne peut pas regarder passer ces trains comme les vaches du Berry regardent passer les trains depuis le 19e siècle. Ce n'est pas possible. On est obligé de se mettre à dire qu'est-ce que nous avons l'intention de faire avec le numérique. Le ministre de l'Éducation nationale va le faire d'ailleurs très bientôt, la semaine prochaine, il donnera une conférence de presse avec Fleur Pellerin, ministre délégué à l'industrie numérique, et on verra ce qu'ils vont nous dire. Quoi qu'il en soit, je pense que à travers cela, à travers ce que je vous montrais tout à l'heure, la plateforme au large de San Francisco, et bien d'autres choses encore dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, le numérique rend possible, parce que sans le numérique, une plateforme de San Francisco serait impossible. Le numérique rend possible d'énormes transformations. Et ça se produit tout cela à une vitesse absolument stupéfiante. Ça va extrêmement vite. Et face à cela, la pensée, et en particulier la pensée européenne, a l'air totalement tétanisée, absolument inexistante même. Et ça, c'est une catastrophe. Si on veut prendre ces problèmes correctement, il faut les prendre par Platon et à travers la question du pharmacone. Aujourd'hui, face à ce que les libertariens sont en train de mettre en œuvre avec le numérique, il faut ouvrir un immense chantier qui consiste à repenser en totalité ce qu'il en est des institutions politiques, à inventer, à expérimenter de nouveaux rapports entre la puissance publique constituée, l'État, les régions, l'Europe, et de nouvelles formes de puissance publique rendues possibles par le numérique. Nous, par exemple, nous sommes une puissance publique. Quand je dis nous, là je dis Ars Industrialis.
et à pratiquer ce que j'appelle des nouvelles formes de recherche-action politique qui consistent en de la recherche contributive. Ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai l'intention de proposer de manière très précise au gouvernement actuel. Et pas plus tard d'ailleurs que, pour donner une date concrète, le 16 janvier prochain, parce que j'ai un rendez-vous pour en parler. Et je pense qu'il faut maintenant prendre nos affaires en main, il faut proposer des choses, il faut se mobiliser, et il faut le faire évidemment en s'appuyant sur des concepts solides, des expériences solides, des instruments solides, etc. etc. et en étant lucide évidemment sur les limites de ces exercices. Tout ça constitue le contexte et les enjeux de la République de Platon. Lire la République de Platon sans poser ce type de questions, c'est faire une très mauvaise lecture de Platon. Alors, je vous disais tout à l'heure que la République de Platon relie la question du savoir et celle du pouvoir, comme tous les livres en fait de philosophie politique, de près ou de loin. Je vous disais aussi que la cité grecque, elle se définit par son rapport à la vérité. Après, quelles sont les conceptions de la vérité, c'est une autre question. Dans la République, en tout cas au premier livre de la République en particulier, mais ça dure jusqu'à la fin du livre, ce qui fait le lien entre le savoir et le pouvoir, c'est la question de la justice. Tiens, il est planté, mon ordinateur. Complètement planté. Non, ça y est. C'est la question de la justice, ça c'est la première page de la République, comme vous le savez. Ce livre a pour sous-titre, je l'avais déjà dit, Péri Dicaiou, de la justice. C'est un traité sur la justice. Comme vous le savez aussi, je l'ai déjà dit, la définition de la justice que va mettre en œuvre Platon dans la République, qui va le conduire au livre 8 à proposer une timocratie, que j'évoquais tout à l'heure, et qui est une rupture avec le tragique, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va conduire au fait que le mot juste va devenir le droit au sens de l'orthos. Orthos qui est l'origine du mot orthotes, qui veut dire aussi exactitude, et ça va conduire Platon à redéfinir l'aletheia, à effacer du mot aletheia son sens anamnésique qui sort de l'oublié, et à remplacer son sens d'aletheia par orthotes, c'est-à-dire exactitude. Je vous redirai cela beaucoup plus en détail lorsque nous lirons le livre 7, et pour le moment, je ne fais encore qu'introduire cette lecture qui sera la principale lecture de ce cours, et que nous ferons après les fêtes, c'est-à-dire à partir du mois de janvier. Quel est l'enjeu de la transformation du mot, du sens de l'aletheia en une exactitude, une orthotès? Sachant que orthos, ça veut dire droit, y compris au sens juridique. Hein, donc vous voyez comment tout cela converge. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la vérité conçue comme exactitude permette d'éliminer l'ambiguïté. Un énoncé vrai, et ça on le verra surtout dans Le Sophiste et Théétète, qui sont deux autres dialogues d'après la République, Platon a écrit après la République. Un énoncé vrai, désormais, c'est un énoncé qui n'est pas ambigu. C'est-à-dire c'est un énoncé qui est démontrable, prouvable et calculable. Alors quand je dis « est calculable », très franchement, Platon ne le dit pas comme cela. Hein. C'est Descartes, je vous l'ai dit l'autre fois, il y a 15 jours, qui va l'énoncer ainsi. Mais Platon ouvre la possibilité de la définition de la vérité par le calcul. Quel est le but de Platon dans cette affaire, avec sa timocratie qui transforme la vérité en orthothèse? Eh bien, son but, c'est d'instaurer un régime, la timocratie, qui permet d'éliminer le diachronique, d'éliminer de la cité toutes les singularités, les particularités. Maintenant, on ne parle plus qu'une langue grecque. Ça va tellement loin, vous le savez, qu'il va dire qu'il faut séparer les enfants de leurs parents. Il ne faut pas que les parents transmettent leur singularité à leurs enfants. Et c'est une espèce de préfiguration des orphelinats de Ceausescu. On pense à ça, hein, évidemment. Aujourd'hui, quand on lit La République et qu'on a entendu parler de ce qui se passait
en Roumanie, on se dit, ben voilà, c'était ça. Bon, c'est peut-être pas aussi on peut peut-être pas le dire aussi massivement que cela, mais en tout état de cause, c'est très choquant. Bon. Éliminer le diachronique, pourquoi? Parce que le pharmacologique, c'est ce qui produit le diachronique. Le diachronique, c'est-à-dire la variabilité, c'est ce qui est induit par le pharmacone. L'écriture dont on l'a vu, mais je vais y revenir dans Phèdre, Platon accuse l'écriture, il dit l'écriture, un tel va lire un texte comme ça, l'autre va le lire autrement, elle produit de la variabilité dans les interprétations. Il faut éliminer la variabilité des interprétations. Il ne faut plus interpréter que dans le sens de la dialectique. C'est pour ça qu'il veut supprimer le théâtre. Parce que le théâtre, ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas de variabilité dans les interprétations. À ce moment-là, si c'est une machine qui dit le texte, il n'y a plus de théâtre. Cependant, on sait que toutes les histoires, et il y en a eu beaucoup, de l'humanité dans lesquelles la synchronisation a tenté d'éliminer la diachronie, ont toujours conduit à la vengeance de Némésis. Némésis, qui est la déesse, qui punit les mortels lorsqu'ils oublient qu'ils ne sont pas des dieux et qu'ils ne peuvent pas atteindre la perfection. Parce que c'est ça que vise la timocratie de Platon, c'est la définition de la cité parfaite. Dans ces cas-là, ce qu'enseigne la mythologie grecque, c'est que toujours Zeus se venge et, à travers Némésis, envoie des fléaux à ceux qui ont voulu créer une cité parfaite. Ça, c'est la première image, enfin, c'est pas la première image, c'est une image très célèbre d'un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Allemagne année zéro, de Roberto Rossellini. Film absolument fabuleux qui décrit la désespérance de l'Allemagne qui a été absolument anéantie. Il n'y a plus rien. C'est un film terrible. Ceux qui se sont laissés aller à la régression sont anéantis, dit Némésis. N'oubliez pas que nous tous nous laissons sans cesse aller à la régression. Pas seulement Strauss-Kahn. Vous et moi aussi. Et n'oubliez pas que cette image a été tournée par Roberto Rossellini, qui a aussi réalisé Rome, ville ouverte, qui est un autre film magnifique, sur la résistance contre le fascisme en Italie, avec Anna Magnani, qui est absolument fabuleuse dans ce film. Mais n'oubliez pas non plus que Roberto Rossellini, 10 ans avant, même pas de faire ce film, il faisait des films de propagande pour Mussolini. Il était l'ami proche du fils de Mussolini. Et il devait sa place à Cinecittà de cette relation. Donc tout ça est très compliqué. Il n'y a pas les gentils d'un côté, le gentil Rossellini et le vilain Strauss-Kahn ou le vilain Mussolini. Non. Strauss-Kahn est sûrement un type très sympathique. Et je pense que Rossellini a de mauvais côtés. Et comme vous et moi. Quoi qu'il en soit, Némésis veille toujours à ce que chaque fois qu'on veut éliminer la diachronie, eh bien, on en soit puni. Quelqu'un a beaucoup cité Némésis, c'est un penseur important qui s'appelle Ivan Illich, dont je dois vous dire que je ne sais pas vraiment ce que je pense. C'est un des maîtres à penser de ce qu'on appelle les penseurs de la décroissance aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la décroissance. Je pense que c'est un problème qui n'est pas bien posé. En tout cas, Illich, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et il a, à travers cette figure de Némésis, posé de très nombreux problèmes. Mais il a aussi conclu à l'inutilité de l'école. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. Je ferme, c'est une parenthèse. Je ferme cette parenthèse. En tout cas, si nous sommes ici, nous, en tout cas si moi je suis ici, peut-être pas vous, mais si moi je suis ici, c'est parce que j'essaye de penser une nouvelle forme de puissance publique dans ce cours de philosophie, qui ne serait pas forcément l'État, ou l'Europe, ou la région, ou la commune, mais qui serait encore une politeia, en rapport peut-être avec l'État, la région, la commune, et où le rapport bottom-up, top-down, tel que la technologie numérique de publication le rejoue, permet de le réinventer, deviendrait une chose publique. Où le rapport bottom-up, top-down permis par le web, par exemple, ne serait plus la propriété de Facebook ou de grandes entreprises mondiales de ce type-là, mais l'espace de la chose publique même.
et l'objet de la pensée politique même. C'est ça que devraient faire Ayrault et Hollande aujourd'hui. C'est poser ce problème. Ils le feront peut-être d'ailleurs, parce qu'il va y avoir un séminaire au mois de février du gouvernement français sur ces questions. Mais si on doit faire cela, si on veut faire cela, il faut aborder ce problème non seulement politiquement, mais économiquement. Car le modèle de l'articulation entre le bottom-up et le top-down qui fonctionne, c'est le logiciel libre qui l'a inventé, il y a 30 ans. Et le logiciel libre, c'est aujourd'hui une activité économique extrêmement importante qui n'arrête pas de croître en Europe. Vous voyez la croissance là, elle est énorme, c'est 30% par an. Et cette croissance, elle est porteuse de quelque chose d'absolument nouveau. Ça, c'est une, quand je dis cette croissance, c'est un modèle de développement industriel qui est d'un nouveau type et qui est extrêmement prometteur. Et il faut arriver à penser cela avec ça qui est de l'économie et de l'économie industrielle, avec le politique de manière étroite. Pourquoi faire? Pour faire une nouvelle critique de l'économie politique à l'époque du numérique et pour aussi essayer de concevoir les nouvelles thérapeutiques du pharmacone numérique. Car pour moi, la politique comme l'économie, ce sont des thérapeutiques. La politique, c'est la manière dont on prend soin du pharmacone pour faire qu'il produise du bien plus que du mal. L'économie, c'est la manière de prendre soin de la puissance qu'on a pour éviter que cette puissance détruise la planète sur laquelle on vit plutôt, et plutôt qu'elle produise de la prospérité, de l'économie au sens de ne pas gaspiller, etc., etc. Tout cela, il faut le faire dans un contexte, vous avez vu que je lance des programmes, des projets bien compliqués, ambitieux, hein, mais il faut le faire dans un contexte où par ailleurs, là où j'arrête pas de parler de la puissance publique, la différence entre public et privé est en train de disparaître. Ou par exemple, la traçabilité numérique est en train de déprivatiser, au sens de détruire l'intimité, la sphère privée, pour reprivatiser selon une autre conception du privé, qui est le privé, c'est ce qui appartient à quelqu'un qui a une licence, des droits sur vous, une propriété intellectuelle, etc. Donc c'est une redéfinition de ce que c'est que le privé qui est en cours en ce moment, et c'est extrêmement grave. Parce que le privé, c'est d'abord l'intime, et l'intime, c'est le soi. Si la puissance publique n'affronte pas ces questions, elle ne fait pas du tout son travail. Le déclin de la puissance, de la différence publique-privée semble irrésistible devant l'énorme processus que constitue Facebook, par exemple. Eh bien, moi, je considère qu'il est résistible. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une fatalité. Qu'on peut très bien faire des choses. Ça nécessite de penser. Et pour ça, l'ENA ne suffit pas. À propos d'ailleurs du déclin de la puissance publique, pardon, pas de la puissance publique, de la différence publique-privée, notez que la République prône ce déclin. Au livre 5, lorsque Platon dit « Les femmes de nos guerriers seront communes à toutes à tous, aucune n'habitera en particulier avec aucun d'eux, les enfants seront aussi communs, le père ne connaîtra pas son fils, le fils ne connaîtra pas son père », c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une destruction de l'espace privé. Donc ce n'est pas quelque chose qui date de Facebook. Vous voyez bien, donc il faut lire en arrière, ça remonte très très loin ces questions-là. On ne peut pas se contenter de lire l'éditorial de Nicolas Demorand pour savoir ce qu'il faut en penser. Même si c'est très bien de lire Nicolas Demorand. C'est quelqu'un de cultivé d'ailleurs, Nicolas Demorand. Lisez ici la note ridicule en passant, c'est pas très important, mais la note qui est en bas de Chambry, c'est le traducteur. L'excuse de Platon, dit-il. Ah, communauté des femmes, à part tous généralisé. L'excuse de Platon pour cette monstrueuse aberration du communisme des femmes et des enfants, c'est qu'il ne fut ni père ni époux. C'est vraiment absolument grotesque le commentaire. Bon. Il n'a pas peur. Bon. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons, le pharmacone numérique, pour nous, c'est la Prométhéia de notre temps. À l'époque des Grecs, c'est l'écriture, la Prométhéia. La question qui se pose à nous, c'est où est l'épiméthéia du numérique? L'épiméthée, c'est le frère qui produit la sagesse
à partir de la bêtise. C'est ça, épiméthée. Épiméthès, en grec, ça veut dire à la fois idiot et sage. C'est un Grundwort, comme dit Hegel, c'est-à-dire un mot fondamental, un mot à double sens. À partir des bêtises qu'il a faites, Épiméthée produit une sagesse de l'expérience. Quelle épiméthéia pouvons-nous produire, nous, à partir du numérique? Eh bien, je pense que nous devons écouter les jeunes générations pour cela. Très important. En particulier, celles qui ont écrit ce livre, Next Generation Democracy, pour une démocratie open source. C'est ça le titre, le sous-titre du livre. Alors, si nous voulons essayer d'avancer de manière féconde dans ces questions, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, comme je le répète très souvent ici, j'ai dû le dire au moins 15 ou 20 fois, il nous faut surmonter un blocage, c'est-à-dire remonter un barrage, franchir une chute, remonter une chute. La chute, qu'est-ce que c'est? C'est la République. La République est une chute qui se produit après un discours d'ailleurs sur la chute qui est le dialogue Phèdre. Phèdre, c'est un discours sur la chute. La chute en question consiste à effacer le pharmacone. Dans Phèdre, le problème du pharmacone est posé par Platon, on va y revenir bientôt, mais dans la République, il est écarté, effacé, définitivement. Et à partir de là, tout se grippe. Et les effets les plus forts de la République, c'est aujourd'hui qu'ils se produisent. Jamais comme aujourd'hui, la République n'a produit ses effets. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. 2500 ans après, nous sommes complètement englués dans les difficultés de la République. C'est donc pour cela que nous allons remonter aux sources d'avant la République. Nous allons essayer à nouveau, pour lire la République, de sauter par-dessus cette immense chute. C'est ça la République, voilà. Voilà le problème. Comment on va remonter ça? Pour un saumon, c'est compliqué, hein. Il y a des moyens. Pour un saumon humain, il y a des moyens. Tant que nous n'aurons pas compris la nature de cette chute-là, nous ne pourrons pas avoir l'anamnèse qui nous permettra finalement de penser notre temps. Qu'est-ce que c'est que la République? C'est une bifurcation dans ce cours que je vous avais présenté l'année dernière. Elle est là, ici. Immense bifurcation. Je vous avais dit, il y a un an à peu près, que pour remonter ce cours historique, c'est-à-dire noétique, qui n'est en fait pas un cours d'eau, ce n'est pas les chutes du Niagara, c'est le cours de l'histoire occidentale, qui est aussi le cours de l'histoire de la philosophie, qui ne se réduit pas à la philosophie, bien entendu. Je vous l'avais dit, là, par exemple, il y a Istanbul, Byzance, bien sûr qu'il y a de la philosophie, mais il y a aussi Sainte-Sophie, il y a la Mosquée Bleue, une ville fabuleuse, il y a de la religion, il n'y a pas que de la philosophie, et il y a beaucoup d'autres choses. Ensuite, il y a des sciences, il y a la révolution industrielle, et puis il y a le consumérisme. Tout cela, ça constitue cette histoire qui est la nôtre, mais tout cela, je le disais l'an passé, c'est supporté par des rétentions tertiaires. Au fond du cours, du torrent, de ce temps historique, qu'il y a-t-il, non pas des galets, mais des rétentions tertiaires. Par exemple, une notice Wikipédia. Vous pouvez aller voir, moi je vais voir la notice Platon régulièrement. Je ne sais pas tout sur Platon, puis des fois je me dis, tiens, je ne me souviens plus. Ah oui, c'est quand exactement qu'il a écrit ça? Hop, je vais voir. Je ne vais pas voir que là. Mais pourquoi est-ce que je vais voir sur Wikipédia, alors que dans ma bibliothèque, à 3 mètres de mon bureau, il y a les œuvres complètes de Platon par Brisson, les œuvres complètes de Platon par Robin, les œuvres complètes de Platon par Chambry, etc. C'est parce que je n'ai pas besoin de bouger, je tape Wikipédia et hop, le truc s'ouvre. J'ai des liens, je navigue, je gagne du temps. Mais je ne gagne pas que du temps. Je gagne aussi d'autres points de vue. Je trouve des points de vue parfois très très mauvais, comme c'est un sujet que je connais un peu, je me dis là, ça ne tient pas la route du tout, mais parfois extrêmement originaux, extrêmement intéressants. Parce que c'est produit par le bottom-up. Ça, c'est bottom-up.
Des millions de gens qui produisent cela. Un jour, je vous dirai peut-être pourquoi ils le produisent avec des robots. Je dis ça parce que moi, je travaille avec Wikipédia. J'ai une équipe d'ingénieurs qui développe des technologies avec des robots pour faciliter, parce que c'est géré, vous le savez peut-être, hein, ce site est géré par 50 personnes, alors qu'il représente un des plus gros dispositifs mondiaux, le 4e au monde. 4e. 50 personnes. Bref, le numérique, c'est un des fonds du torrent historique dans lequel nous sommes, qui est peut-être plus tout à fait historique. Mais avant lui, il y a eu la télévision, la caverne électronique. Avant lui, il y a eu le cinéma, une autre caverne. Mais je vous signale que ça aussi, c'est une caverne. Hein. C'est une caverne où vous êtes devant un écran tout seul, mais c'est exactement une caverne. Ça aussi, ça aussi. Il y a eu la photographie, qui est aussi une sorte de caverne. Quelle photographie, celle-là. Et ça aussi, c'est une sorte de caverne. Fabuleuse peinture, une sorte de caverne. Et finalement, le livre de Platon est aussi une sorte de caverne. Si la caverne, c'est... Qu'est-ce que c'est que la caverne? C'est lorsque des artefacts me donnent à voir des choses que je ne vois pas véritablement. Un livre aussi fait ça. Un livre imprimé, un livre manuscrit, une ardoise avec de la cire dans laquelle je grave, ça c'est une ardoise d'écolier grec, mais aussi, vous disais-je l'an passé, une sculpture, une ville même, c'est une forme d'hallucination, une ville. Et finalement, tous ces objets-là sont des artefacts. Et ça nous ramène à l'origine de l'humanité. Ça, ce sont les premiers objets taillés par des êtres humains. Je vous disais cela l'an passé, là je répète quelque chose que j'avais déjà dit l'année dernière. Et je vous disais que pour remonter le cours de tout cela, il fallait franchir des échelles à poissons. Il fallait essayer d'installer des... Il y a des chutes, on ne va pas remonter les chutes du Niagara comme ça, mais on va essayer de procéder autrement. Et je vous disais aussi que la question, c'est, mais ces échelles, qu'est-ce qu'elles relient? Là, elles relient le Tout-Puissant et le peuple juif. Hein? Mais, puisque c'est la Bible, ça, c'est l'échelle de Jacob. Mais elle pourrait relier aussi l'Hadès avec la surface du sol. Perséphone, c'est une sorte d'échelle aussi. Tout ça, je vous l'avais déjà dit. Mais maintenant, je vais ajouter autre chose. Si vraiment nous voulons penser ces choses-là, au moins depuis Karl Marx, nous savons que nous devons ajouter cela. Ça aussi, ce sont des rétentions tertiaires. Ça, c'est le premier métier à tisser, Jacquard, qui est à l'origine de la révolution industrielle, de la révolte des canuts de Lyon, des Ludites, etc. C'est l'origine du capitalisme. Cette origine du capitalisme, en fait, elle vient de cela, qui est le fameux canard de Vaucanson, dont vous avez entendu parler, dont vous trouverez une... je ne sais pas si c'est l'original ou une copie au musée... comment ça s'appelle? Au Palais de la Découverte. Vous connaissez ce canard? Non? C'est un canard, c'est un artefact qui fait pipi, caca, qui mange, qui digère, etc., etc., qui a été produit par un homme qui était Vaucanson, donc, qui a failli être excommunié pour cela, qui se destinait à la religion, et le pape l'a menacé vivement en disant « il n'y a que Dieu qui peut créer ». Et Vaucanson avait fait aussi cela, ça a disparu, mais c'était un joueur de flûte, vous voyez, le mécanisme est en dessous. Il paraît, je pense que c'est vrai, parce qu'il y a tellement de témoignages convergents qui sont disent tous la même chose, que le joueur de flûte jouait vraiment de la flûte, c'est-à-dire qu'il soufflait dans une flûte et il jouait bien. C'était une merveille d'automate. Mais ça, c'est à l'origine de la machine-outil. La machine-outil qui va généraliser la prolétarisation des ouvriers transformés en prolétaires, ça c'est encore un ouvrier qui travaille dessus, mais ensuite ça va se prolétariser très vite, qui conduit à la mécanographie, ça c'est les machines mécanographiques qui permet, par exemple, de faire le recensement des États-Unis de 1887. Et cette machine mécanographique, qui apparaît donc à la fin du 19e siècle, qui va conduire à l'informatique, conduit finalement à la robotique, ça c'est un grand atelier, il n'y a personne dedans, il n'y a plus un seul ouvrier. Tout est fabriqué par des machines. Il y a une usine dans le sud de l'Allemagne, Mercedes, qui fabrique les plus gros moteurs Mercedes, il n'y a pas un seul ouvrier dedans.
Il y a quelques ingénieurs qui pilotent ça sur un centre de pilotage. Ce qui a rendu possible ça, c'est le passage évidemment par l'informatique. L'informatique, ça c'est un IBM 360. J'ai travaillé sur une machine comme ça, moi, en 1969 ou 10, je ne me souviens plus. Et ensuite, l'IBM 360, en passant par le micro-ordinateur, a conduit finalement au web. Là, j'ai pris une présentation des câbles sous-marins qui relient les continents les uns aux autres, en fibre optique, à la vitesse de la lumière. C'est ça, l'infrastructure du web, qui vous permet de communiquer avec quiconque dans le monde, et là-dessus, des milliers de téraoctets circulent en permanence. C'est colossal. Donc la question du pharmacone aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce que fait l'écriture à ma petite cité athénienne ou à la relation entre Athènes et Sparte. C'est comment toute ma vie a été reconfigurée, y compris par des automates. Ça, c'est un automate. Vous vous en rendez même plus compte. Vous avez tous une carte de crédit, vous allez chercher de l'argent. Oui, mais c'est totalement automatique. Et c'est relié à cela. C'est d'ailleurs pour ça que ça vous permet de retirer de l'argent partout. Et puis maintenant, c'est relié à cela aussi. Ça, c'est le système GPS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en réseau lié avec des satellites. Et ces satellites, eh bien, ils nous pilotent ou ils vous pilotent de plus en plus par ce système qu'on appelle de triangulation. Et qui fait que depuis 15 jours, même pas, depuis une semaine, j'ai un iPhone. Je ne dis pas ça pour faire la publicité à Apple, mais c'est parce que j'avais un BlackBerry qui était tombé en panne. Et l'ingénieur de l'IRI qui s'occupe de cela m'a dit « BlackBerry foutu, on va passer à l'iPhone ». Alors maintenant, je fais joujou avec mon GPS. Et je m'aperçois que oui, je peux zoomer et je peux voir le moulin d'Épineuil en zoomant et en dézoomant. Et ça passe par ça. Et par ça. Est-ce que vous prenez conscience de l'énormité de ce dispositif? Ce dispositif est un dispositif de pilotage. En grec, piloter, ça se dit kubernao. Kubernao, diriger, conduire, guider. C'est l'origine de Kybernesia. Là, ça ne vous rappelle rien? Kybernesia, cybernésia, cybernetes, cybernétique. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que Platon est le premier théoricien de la cybernétique. Tout ce que vous voyez là, ce sont des machines cybernétiques, là, ce que je viens de vous montrer. Si on dit que la cybernétique, c'est l'art du pilotage, par exemple, le métier à tisser de Jacquard, inspiré par l'automate de Vaucanson, c'est une machine à piloter le travail manuel des ouvriers et les machines à travers un programme. Bon, je reviens un petit peu en arrière. Où est le programme, là? Où est le programme? Il est là. Ça, ces feuilles de papier perforées, c'est en fait le premier programme, qui n'est pas encore informatique, mais c'est un programme qui pilote le fonctionnement automatique de la machine. Alors, nous aujourd'hui, nous sommes automatisés. Nous vivons dans l'automatisation. Et, pardon, qu'est-ce que je fais? L'automatisation, c'est ce qui est mis en œuvre par la cybernétique, mais la cybernétique, c'est l'art du gouvernement. Qu'est-ce que dit Platon au livre 4 de la République? Au livre 4, Platon dit que le gardien de la cité, dans la timocratie, doit être un pilote de la cité. Un pilote au sens où le pilote, c'est celui sur un bateau qui tient le gouvernail. Celui qui gouverne, c'est-à-dire qui décide de la direction. Et donc, ici, alors on ne voit pas, j'avais mis en jaune, mais apparemment, ça a disparu. J'avais surligné... Pardon? Bon. J'arrive plus à... Comme j'ai un œil qui ne voit pas bien, moi. Voilà, ici, par exemple, hein, vous avez Kuberneseos, piloter. Ça veut dire le gouvernail. D'habile pilote, Kuberneticon.
le chef de la cité est un cybernéticien. Platon, à travers la République, est en train de mettre en place la question du pilotage, du gouvernement, de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, d'ailleurs. On ne parle plus de gouvernement, on parle de la gouvernance. L'art de la gouvernance, c'est-à-dire la décision par un pilote. Non pas par une population de citoyens, mais par un pilote. Ce que je veux vous dire, et je vais m'arrêter là, on va faire une pause et discuter ensuite, c'est que ce qui se développe dans la République, c'est une conception du pouvoir comme cybernétique, comme gouvernement, par quoi? Par le contrôle d'un pharmacone qu'on a dépharmacologisé. Nous verrons la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, que Platon, dans Phèdre déjà, dit l'écriture, on peut la dépharmacologiser. Si on a une bonne science du pilotage, lui il appelle ça la dialectique, alors l'écriture n'est plus un pharmacone, c'est un moyen entièrement contrôlable. L'écriture, il dit même le théâtre, même la poésie, même la peinture, on va pouvoir s'en servir à condition que ce soit nous, les cybernéticiens, qui nous dirons à Homère, ça tu l'enlèves, c'est pas bon. Ça tu le laisses. Enfin bref, c'est toute la démarche que font tous les régimes dictatoriaux qui consistent à effacer tout ce qui ne leur plaît pas. Et nous verrons que cette position qu'occupe Platon est une position qui ressemble beaucoup au discours de la cybernétique contemporaine, au discours des sciences cognitives contemporaines, au discours de tous ceux qui croient qu'ils peuvent maîtriser ces technologies, ces réseaux GPS, ce réseau web, etc., Fukushima ou Tchernobyl. Et qu'il suffit de faire en sorte que les spécialistes, comme dit un film, les experts, finalement soient bien formés dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, et tout ira très bien. Alors, j'essaierai de vous montrer bientôt que dans la conception platonicienne de la cité, il y a 3 caractères qui sont typiques de la cybernétique. C'est une conception qui est fondée en fait sur le calcul, le contrôle et la récursivité, comme on dit aujourd'hui. Ce qui est derrière le concept d'orthothèse remplaçant la vérité, c'est cela. D'autre part, c'est une conception qui élimine le corps, qui consiste à poser qu'on n'a plus à tenir compte de la corporéité, et qu'à partir du moment où on élimine le corps, on élimine aussi la diachronie, c'est-à-dire toute la variabilité. Et enfin, c'est une conception qui repose sur une définition du réel par la mimésis, une conception mimétique qui constitue la conclusion de la République, puisque le livre 10 est consacré à la mimétique, à la mimésis. Ce que j'essaierai de vous montrer en conclusion de ce cours, si j'en ai le temps, vers le mois de février, c'est que tout ça pose le problème de l'automatisation. Et qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en train d'entrer à toute vitesse dans un monde de l'automatisation que nous ne pouvons pas rejeter, auquel nous ne pouvons pas échapper, et pour lequel la question n'est pas d'y échapper. Tout comme on n'échappe pas à l'écriture à l'époque des Grecs, on n'échappera pas à l'automatisation aujourd'hui. La question, c'est de savoir comment on produit une pharmacologie positive de l'automatisation. Parce que on pourrait très bien imaginer que cette incroyable installation soit dédiée au fait que les 10 000 ouvriers qui travaillaient autrefois dans cette usine et maintenant ils sont tous au chômage, eh bien, touchent de l'argent pour devenir plus cultivés, en meilleure santé, moins gaspiller de CO2, de s'occuper de leurs enfants, etc., etc., et produire ce dont cette machine a besoin, c'est-à-dire une intelligence collective. Non seulement on pourrait l'imaginer, mais à mon avis, il n'y a pas d'avenir en dehors d'une telle question. Donc, à travers ce que je vous dis de Platon, derrière, pour moi, il y a cette question-là, redéfinir une communauté économico-politique qui se réconcilie, comme disait Gilbert Simonon, avec les technologies de notre temps. Dans les semaines qui vont venir, dans 2 semaines, je vous proposerai de relire
la fin de Phèdre, là où a lieu le dialogue entre le dieu Teut et le roi Tammuz, autour de la question de l'écriture et du pharmacone, parce que finalement l'an dernier on ne l'a pas lu, on l'a survolé mais on ne l'a pas lu. Or pour comprendre ce qui se joue dans la République, c'est absolument fondamental de lire cela. Et ensuite, nous survolerons les 6 premiers livres. Je dis que nous survolerons parce qu'on n'aura pas le temps de les lire en détail. Le premier qui parle de la justice et de l'injustice, qui reprend des questions que traitait déjà Platon avec Socrate dans Gorgias. Puis nous lirons le deuxième livre rapidement, là où Platon étudie les conditions de la naissance d'une cité. Le troisième livre, nous y verrons, j'en ai déjà parlé autrefois, comment Platon condamne l'Hadès, donc toute la culture tragique, et donc exclut les poètes, les musiciens, les peintres, etc. Et donne sa première définition de la mimésis, c'est-à-dire de l'imitation. Nous verrons au livre 4 comment la division du travail légitime la timocratie, c'est-à-dire qu'il dit, bon, dans toute société, il y a des artisans, il y a des cordonniers, il y a des maçons, il y a des cuisiniers. Il est donc normal qu'il y en ait qui se spécialisent dans la direction de la cité. Au livre 5, on verra comment est organisée la vie en commun des gardiens et comment donc ce communisme des femmes et des enfants se développe en vue de synchroniser cela. Et au livre 6, nous verrons comment émerge la question de la lumière, comme étant la lumière de l'un, l'immuable et l'idée du bien. Une fois que nous aurons vu ça, qu'on ne fera que survoler, nous lirons le livre 7. Et là, on s'y attardera beaucoup plus longuement. Voilà, merci de votre attention. On va faire une pause.